Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous rêviez d'aventures authentiques. Le destin vous en a permis de vivre d'autres plus fictives dans l'univers de la police et des magistrats. L'origine d'un succès qui n'est que justice. Bonjour Bruno Debrante. Oh, bonjour, quelle entrée. C'est le minimum quand on voit votre parcours qu'on va évoquer dans ces clés d'une vie. L'actualité, c'est le voyageur. Vous avez repris le rôle d'Éric Cantona, on en parlera tout à l'heure. Mais on va évoquer aussi votre parcours à travers des dates clés. Allez. La première ne vous concerne pas directement, c'est la sortie d'un film culte, je suis certain que vous l'avez vu. Le monde du silence, documentaire de Louis Malle. La mer Rouge. Car commandant Cousteau, je crois que votre rêve, ça aurait été d'être vous aussi près de lui. Je dois vous répondre. Oui. Oui. Alors, ce qui est drôle, c'est que depuis, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Et je me souviens d'une conférence qu'avait fait, enfin, j'ai eu vent de ça, Gérard Mordillat, dont j'aime beaucoup le point de vue, qui avait démonté complètement cette fameuse palme d'or du monde du silence, parce qu'il avait démonté le travail presque odieux de Cousteau, qui mettait les bâtons de dynamite dans l'eau, qui faisait des expériences. On n'avait pas du tout le même rapport au vivant qu'aujourd'hui. Et donc, toutes les nouvelles expériences que faisait Cousteau étaient, sous le regard d'aujourd'hui, seraient d'une violence et d'une cruauté inouïe. Voilà. Alors, il se trouve que le monde du silence, au départ, quand il a eu l'idée, il a cherché un co-réalisateur, le commandant Cousteau. Il est allé à l'IDEC, il a pris le meilleur élève de l'IDEC, qui était Louis Malle, et c'est comme ça qu'ils ont débuté. Ah non, mais c'est insensé. Historiquement, ce monde du silence est magnifique. Mais ce qui est très intéressant, c'est de le réinterroger aujourd'hui. Voilà. En même temps, le commandant Cousteau faisait partie de vos héros, Bruno Debrante. Oui, au même titre que beaucoup d'autres. En fait, ce qui m'intéresse, gamin, en fait, j'étais passionné par autant par les époux Kraft que par Haroun Tazieff, que par Cousteau. C'était pas tellement la figure de Cousteau, bien qu'il était assez rigolo avec son bonnet et tout ça, donc il était séduisant même pour des enfants, mais c'était surtout de l'aventure, comme Jean-Louis Etienne, enfin, l'aventure au bout du monde, c'est ça qui me fascinait. Et son bonnet rouge, je ne sais pas si vous le savez, Bruno Debrante, c'est un hommage aux bagnards de Toulon, qui ont été les premiers à essayer des scaphandres au péril de leur vie. Absolument. Alors, effectivement, vous êtes né juste après le début de l'émission l'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau, et il y a quelqu'un qui vous a fasciné aussi, c'est Hubert Reeves, je crois. Ben oui. Pour les mêmes, alors plus tard, beaucoup plus tard, parce que lui c'était par l'écrit, et puis l'astrophysique, forcément ça m'a touché plus tard, mais en tout cas c'est pareil, c'est sa façon d'abord le personnage était fascinant, et sa façon de réussir à vulgariser sa discipline et en même temps de la rendre extrêmement poétique. Donc du coup il y a eu un rendez-vous, un coup de cœur de ces gens qui aventuriers, c'est peut-être une réduction, mais en tout cas qui sont des espèces de pionniers, qui nous offrent un regard nouveau sur tout ce qui nous trouble de physique, de naturel, d'extra-naturel. Ce qui est étonnant avec Hubert Reeves, c'est que avec une photographe qui s'appelle Patricia Roberta, je ne sais pas si vous le savez, il a photographié pendant 5 ans, près de sa maison de Malicorne, toutes les fleurs, selon les saisons, en essayant de voir ce qu'il y avait derrière. Alors on va vraiment du ciel à la terre. Oui, mais c'est ça qui me fascinait chez lui, c'était sa façon de toujours ramener les choses entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et par ce prisme-là, on arrive à explorer avec le maximum de justesse, ou en tout cas le maximum d'humilité, le monde qui nous entoure, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et Reeves était fascinant pour ça. Alors, vous parliez de Haroun Tazieff, qui a été également un fan de rugby, un joueur de rugby, en dehors d'être vulcanologue. Un boxeur. Exactement. Et il a un point commun avec vous, parce qu'il a 3 origines, russe, française et belge. Oui, c'est vrai. Comme votre mère, je crois. Oui, alors les origines slaves, je les ai pas encore identifiées, mais je sais que je les ai découvertes à la naissance de ma fille, qui avait cette fameuse petite tache mésopotamienne sur le derrière, et en plus qui était inouïe et qui était très beau. Et évidemment, j'ai cette photo. C'est que cette petite tache était un cœur inversé sur ses petites fesses, et donc c'était inouï comme découverte, ouais. Et votre mère, je crois, s'appelle Debrante, et elle était au départ artiste peintre, potier d'art, et c'est une profession en Belgique assez rare à l'époque. Elle continue à sévir, hein. Oui. Elle est toujours, elle a fait encore toute une collection nouvelle là, de peaux.
Oui. Voilà, mais et elle fait. Enfin, Jean Marais faisait de la poterie d'art, il a vécu des années de cela. C'est aussi quelque chose qui n'était pas évident en Belgique. C'est-à-dire qu'il y en avait peu en Belgique quand elle a commencé, je crois. Je peux pas vous répondre parce que c'est une partie de ma vie que j'ignore. Voilà. Alors, votre père est français et vos études, en revanche, c'est le sport, les sciences pour devenir aventurier, Bruno de Brandt. Ouais. Oui, comme tous les gamins, en fait, j'étais assez timoré, moi. Hein, donc, j'ai découvert assez tard dans ma scolarité les possibilités de sport qui m'étaient offertes. Et donc, c'est vers 16-17 ans, donc trop tard pour devenir un professionnel, mais juste assez tôt pour être repéré par des coachs et être, du coup, rattrapé et faire... voilà, ce qu'on appelle un lycée option sport. Et là, tout d'un coup, la possibilité pour moi de faire du sport de haut niveau et de développer un maximum de capacités d'études en sciences, en bio, en physique, me rendait possible de postuler dans un équipage quelconque scientifique pour pour leur offrir un maximum de possibles. Voilà. Et votre spécialité à l'époque, c'était le triathlon, je crois. Oui, enfin j'ai fini par le triathlon. Ouais. Il fallait bien réduire les disciplines, en fait. Il n'en restait plus que 3. Et à l'époque, Bruno de Brandt, vous ne songiez absolument pas à être acteur. Non, vraiment pas. D'abord parce que culturellement, dans ma famille, c'était assez improbable. Moi, je viens d'un milieu très ouvrier, très populaire, donc les acteurs, c'était quand même des animaux étranges pour eux. Et puis parce que j'étais obsédé, fasciné, je faisais des biotopes toute la journée quand j'étais gamin dans les bois. Non, j'étais à 12 ans, grâce à ma marraine, j'ai été elle a fait de moi un membre du WWF, donc du World Life Foundation, et donc je connaissais mes espèces par cœur, mes fiches d'espèces et de famille par cœur. C'était ça mon obsession. Non, acteur. Je crois que le premier film que j'ai dû voir, je devais avoir 20 ans, enfin. Oui, mais on vous a proposé d'être acteur et vous avez fait le conservatoire. Oui, alors ça, c'est venu pendant l'armée. C'est comme une échappée belle. Je faisais le mur, et j'avais un copain. J'avais fait le clown, en fait, pendant l'armée, parce que c'était un milieu, évidemment, qui était très déroutant. Et donc, je faisais le clown, et puis, on m'a glissé à l'oreille, « Oh, toi, t'es acteur ?» Pas une seconde. Et puis quand même, j'avais rencontré au lycée un garçon, Xavier Fagnon, qui est maintenant une de nos voix très célèbres, puisqu'il s'est spécialisé, lui, dans le doublage. Donc c'est une voix que vous connaissez par cœur, Xavier Fagnon. Et lui était depuis 12 ans au conservatoire, et ça m'avait quand même tapé dans l'oreille, ça. Et donc je suis parti pendant mes permes, et j'ai été le voir, et je lui ai dit, tu veux pas m'emmener faire un tour au conservatoire? Je suis curieux. Donc il y avait quelque chose qui avait fait son chemin dans ma tête, ou dans mon cœur, j'en sais rien, petit sans que je m'en rende compte, enfin petit, dans les années collège-lycée, sans que je m'en rende compte. Et là, il y a eu une rencontre avec Jacques Herbert, un ancien du français, parce que j'ai pas fait le Conservatoire national, puisque j'ai été remercié au 3e tour, oui. Mais j'ai été pris en charge par Jacques, qui m'a attrapé pendant 2 ans dans son conservatoire à la Celle-Saint-Cloud. Oui, et en plus, vous n'avez pas eu un parcours classique d'apprentissage, Bruno de Brandt, puisque vous avez appris les bases de la Commedia dell'arte, vous avez fait les cours d'acteurs studio, et les studios et les ateliers du studio Pygmalion, et ensuite l'anglais et même le japonais. Oui, c'est-à-dire que, voilà, la honte qui s'est emparée de moi quand tout d'un coup... l'idée de ne pas avoir réussi, en fait, le fait de ne pas avoir réussi de joindre un équipage, donc sciences, etc. Et la honte d'être possiblement un acteur en devenir, je me suis dit, oh là là, il fallait que je transpose en fait mon esprit scientifique. Et donc j'ai fait de l'anthropologie théâtrale, et il n'était pas question pour moi de faire le clown, c'est-à-dire d'être acteur, ce qui était pour moi une idée très étrange, sans savoir exactement ce que ça voulait dire. Donc j'ai fait un parcours de conservatoire classique avec Jacques, et ensuite je me suis appliqué à aller faire des parcours de compagnie, donc respectivement 5, 6, 7 ans, parfois 7 années avec des maîtres. Donc Junji Fuseya pour le Nagata français, donc pour le théâtre, avec Olivier Bretman, et Junji, Luis Jaime Cortés, qui a formé des quantités astronomiques d'acteurs à la Commedia dell'arte, au mélodrame, donc à la genèse de l'acteur, c'est-à-dire au geste, à l'arabesque, au mélodrame, au masque neutre, au masque à la Commedia. Donc oui,
une fois que j'avais fait ces études de théâtre, alors peut-être que je pouvais prétendre à être acteur. C'était ça mon idée. Et le Junji Ifutse, en fait, c'est un peintre, un sculpteur, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui est le fondateur du théâtre du temps, premier théâtre en France consacré à la France et au Japon. Absolument, il était... on avait quand même plusieurs figures depuis alors, Jean-Claude Carrière pour l'écriture et pour sa connaissance du Japon, mais Banu, Augusto Boll, je pense au canot de papier aussi bon, ça m'échappe maintenant, de Jonio Barba. Ouais. Il y avait Eita Isegawa, il y avait Oshio Ida, il y avait toutes ces figures qui étaient les connaissances de Bip, enfin de Marceau. Donc il y avait, comment dirais-je, une espèce de famille, de découverte de l'art japonais. Et Junji est arrivé avec un concept incroyable, c'est qu'il a inventé un manifeste qu'il a écrit et qui proposait en fait aux acteurs occidentaux parce que le travail japonais est inouï, hein, entre le kabuki, le no, le kyogen, la danse des ténèbres, le buto, il y a 2000 ans d'histoire théâtrale chez les Asiatiques, et donc c'est totalement impossible pour un acteur occidental d'approcher ces techniques, parce que eux appartiennent à des familles et depuis l'âge de 5 ans, ils sont formés jusqu'à devenir peut-être les descendants des grands acteurs. Ce sont des dieux vivants là-bas, donc c'est des techniques inouïes. Et donc lui a écrit un manifeste, une espèce de vulgarisation, un alphabet, voire même comment on appelle ça, plus qu'un alphabet, des partitions qui permettaient aux acteurs occidentaux d'approcher les techniques asiatiques. Et donc on avait une façon de travailler qui était extrêmement exigeante, qui passait par des katas, par des histoires de centres de gravité, de fils à l'intérieur du corps, etc. Enfin voilà, toute une technique, un petit peu comme les partitions de danse appliquées à la musique, vous voyez, enfin... Ça va très bien. Ça vous a servi en tout cas à apprendre votre métier. Et une autre date importante pour vous, c'est le 11 octobre 2003. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Bruno Debrant. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bruno Debrant. Nous parlerons tout à l'heure de Le Voyageur. Les épisodes 7 et 8 sont à l'antenne et je sais que le nombre de fans ne cesse d'augmenter. J'ai trouvé une date importante, le 11 octobre 2003. Vous recevez à Moulins le prix du meilleur jeune espoir masculin du jury et du public pour le festival Jean Carmet. Là aussi, en général, on reçoit un prix à Cannes ou au César. Vous, c'est le prix Jean Carmet. Ben, j'adore cette date, c'est vrai. C'est marrant que parce que d'abord, c'est Jean Carmet. Oui. Que c'est l'histoire des seconds rôles et que c'est une porte d'entrée plutôt humble, que ça me plaît bien. Ça me plaît bien, cette idée. Et après, il y a le hasard des rencontres et des événements, parce que normalement, il était interdit à ce festival d'avoir un prix du public et un prix d'interprétation. Et il y a eu un bins dans l'organisation, et il se trouve que j'ai raflé les deux, et donc il y a eu une espèce d'événement un peu particulier. Et c'était pour un projet qui était très beau. Et qui écrira d'ailleurs dans la suite de mon parcours quelque chose d'assez singulier. C'est un court-métrage, Pensée assise. Exactement, et ce court-métrage Pensée assise qui était écrit par Mathieu Robin, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une réédition chez Actes Sud, tellement l'ouvrage était intéressant. Le film a eu un parcours magnifique. Et il se trouve que c'était l'histoire d'un garçon en fauteuil roulant, donc en situation de handicap, et qui rêvait d'une manière poétique, parce qu'il se sentait diminué. Il rêvait d'embrasser son amoureuse debout. Et donc, il a inventé tout un tas de stratagèmes. Il était dessinateur. Et il a inventé tout un tas de stratagèmes un peu à la Gaston Lagaffe pour se retrouver debout et embrasser sa copine. Donc, c'était une très jolie comédie, une très jolie parabole. Alors, vous êtes un amoureux des voyages, Bruno Debrant. Jean Carmel était aussi. Alors, lui, il descendait de Sèvres. Il prenait le train à la gare Saint-Lazare. D'ailleurs, c'était la douche. Il se lavait les dents à la gare Saint-Lazare devant le public ébahi. Et puis, il prenait un train pour n'importe où. Et il allait dans les rencontres. C'était un personnage incroyable. C'était surtout une période inouïe où le temps nous appartenait encore. Exactement. Alors, vous avez pris, vous, le temps, Bruno Debrant, d'apprendre votre métier. Vous avez débuté au cinéma et au théâtre par un tas de rôles secondaires. Pas tant que ça. En fait... Les classiques, pas mal de classiques. Alors, oui, j'ai un parcours de théâtre très, très dense, parce que j'étais dans une
une espèce comment dirais-je, de boulimie et puis de nécessité pour moi de travail. Il fallait que la valeur travail soit très forte pour oser prétendre être acteur. Il fallait que ce soit du travail. Donc j'ai énormément joué au théâtre. Après, l'image, pour moi, c'était un peu inquiétant. Donc j'ai accepté ici et là d'aller faire un petit tour par curiosité, en fait, pour voir comment ça se passait. Mais mon parcours du début ne ressemble pas à grand-chose. Mon parcours du début, c'était le hasard et les curiosités, en fait. Ouais, écoutez, vous avez aussi bien joué Lorenzaccio que travaillé avec Pascal Parsat, qui est là. Alors ça, c'est étonnant, c'est le théâtre handicap, inventeur du théâtre dans le noir. Oui, ben voilà encore une aventure qui m'a permis, d'abord, c'était la rencontre avec Pascal, qui était aussi un professeur de conservatoire, lui, du 20e notamment. Donc j'ai rencontré un artiste, un professeur, quelqu'un qui écrivait bien, qui semblait être encore une fois dépositaire du monde d'hier du théâtre. Il était encore un héritier il est toujours là, Pascal. Petite pensée pour lui d'ailleurs. Et il a eu cette idée magnifique qui est encore une expérimentation, une expérience, donc une aventure. Donc ça correspondait à mon profil. C'était de proposer, de rassembler le public malvoyant ou non-voyant avec le public voyant et de faire l'expérience du théâtre dans le noir. Et donc on avait plein de partenaires, dont Air France pour les bandeaux, l'artisan parfumeur qui nous fabriquait des essences pour que chaque acteur ait un parfum à lui, pour aussi mettre en scène, mettre en situation des ambiances. Puisque comme on plongeait les spectateurs dans le noir, il fallait bien que tout l'univers imaginaire soit mis en relief. Et donc il y avait les forêts, on avait des odeurs de forêt. Quand on a joué par exemple une adaptation de Jeanne d'Arc, il fallait donner des odeurs de feu, des odeurs de bûcher, des odeurs d'écurie, des odeurs. Et l'artisan parfumeur nous fabriquait des essences et on les diffusait avec des grands ventilateurs, puisque le but du jeu c'était de mettre le public dans la pièce. Donc la mise en scène, puisqu'on était dans le noir, que le public ne voyait rien, on jouait au milieu du public. Et donc on jouait entre, je parlais de l'infiniment petit, l'infiniment grand, là on jouait entre la toute proximité et l'éloignement. La distribution était une distribution vocale. Il s'agissait qu'on soit juste en voix, puisque n'existait que la voix qui parvenait, la voix et les sensations qui parvenaient dans l'oreille et dans les sens des spectateurs. Oui, les parfums dans le théâtre, c'est ce qu'on appelle les droits d'odeur d'ailleurs, justement. Excellent, oui, très bien. Mais surtout, non mais voilà encore une expérience qui était faite pour moi, parce que je voulais expérimenter le théâtre. Donc Pascal nous a fait un cadeau à toute la troupe, parce que ça a duré quelques années. 4 ans, je crois. Plus que ça. Au Petit Hébertot. Le Petit Hébertot a été le théâtre qui nous a accueillis aussitôt. Donc on a eu un gros parcours avec eux, mais on a joué dans plein d'autres lieux. Alors, il y a un restaurant aussi qui servait dans le noir en 2007 rue Quincampoix, je ne sais pas si vous le savez. Si, je me souviens très bien. Il y a eu plein d'expériences de cette nature à cette époque-là. Et alors, les gens confondaient quelquefois le magret de canard avec le steak, mais c'était un problème, ils mangeaient dans le noir. Alors, il y a eu aussi tous les petits théâtres où vous avez joué, les théâtres subventionnés, vous avez joué à Toulouse, avec des registres très différents, Bruno de Brandt. Toujours pareil, ce goût de l'aventure, ce goût de vouloir me surprendre, et puis surtout j'étais un peu un électron libre. Moi, j'appartenais pas vraiment à une famille, comme quand on fait le conservatoire ou quand on appartient à la troupe de Perrimoni, la troupe de Mathieu, la troupe. On a une espèce de famille d'acteurs. Moi, j'avais été un peu formé à l'ancienne et en cachette par Jacques. Et donc après, j'ai eu des maîtres. Donc j'ai fait des parcours avec les uns et les autres. Avec Junji, j'ai joué plusieurs pièces, notamment qui nous ont emmenés au Japon. Avec Louis, il y avait un festival à l'Épée de Bois, notamment à la Cartoucherie, où on avait une récurrence comme ça. Mais c'était un peu confidentiel. Et donc moi, j'avais très envie d'aller explorer d'autres formes et d'autres énergies et j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à aller ici et là, être comme un étranger dans des familles constituées déjà. Et puis un jour... J'aimais bien cette idée, Oui. J'aimais bien cette idée, elle se poursuit en moi, cette idée de la clandestinité et de l'étranger. Non, mais il y a eu quand même un coup de projecteur avec une pièce, avec ce comédien dont vous allez reconnaître la voix. C'est un nom qui le représente bien. Je pense que c'est un personnage... Michel Bouquet, vous avez la réplique en étant dans l'Avare, en jouant La Flèche. Ça, c'est un grand souvenir. Ouais, c'est une grande trace
Michel, après je vais pas faire le... On est très nombreux à estimer qu'il est un de nos pères. À double sens d'ailleurs, père, P-A-I-R-S. Enfin, et donc effectivement, l'opportunité qui m'a été donnée de jouer avec lui pendant 2 ans, ça a duré 2 ans, il y a eu un avant, un après. C'est-à-dire que ça a été l'occasion, si tant est que, parce que je devais avoir 36, 37 ans, donc on se dit, voilà, je sais, et maintenant, voilà, c'était l'occasion de dire à nouveau, non, tu ne sais rien, garçon, réapprends. Et donc, remise à niveau total avec Michel, et puis, voilà, j'étais dans sa loge tout le temps, on a eu une aventure magnifique avec Juliette Carré, sa femme aussi, qui est une technicienne redoutable, et donc, voilà, j'ai eu la chance d'être remis en question à nouveau pendant 2 ans et j'espère d'avoir un héritage nouveau. Oui, et d'ailleurs Michel Bouquet, quand je l'avais interviewé pour Les Clés d'une vie, il m'avait expliqué qu'il s'énervait tellement quand il ne trouvait pas un rôle qu'il cassait ses crayons en travaillant. Ah bah oui, non mais c'est... Voilà, typiquement, avec Michel, ce qui me séduit terriblement, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire sur Michel et de tout ce qui a été dit, Michel Bouquet, pour les auditeurs, c'est le sacerdoce. C'est-à-dire, c'est la passion, et oui, et dans la passion, il y a de la colère, il y a l'obsession à vouloir bien faire, donc parfois ça peut être assez... Aujourd'hui, en fait, c'est pas très à la mode, cette espèce de gravité qu'on donne à sa mission, mais cet engagement qu'il avait, voilà, j'étais les bonnes oreilles pour l'entendre, ouais. Vous avez fait ensuite beaucoup d'autres choses. Il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 5 octobre 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Debrandt. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bruno Debrandt. Nous parlerons tout à l'heure de Le Voyageur, épisodes 7 et 8 avant les suivants. Et on revient au 5 octobre 2012. C'est le premier épisode à la télévision de cette série. Guess it's been a hell of a day. The bar is still open. Alors là, ça change encore votre vie. Vous devenez Bruno Debrandt, le capitaine Fred Cahin, un flic handicapé par sa faute, qui est chargé de mener des enquêtes policières. Ouais, beau cadeau, moi qui étais assez prétentieux à cette époque-là, parce que prétentieux dans le sens où pour moi il y avait que le théâtre, le grand cinéma qui avait ses droits, ses lettres de noblesse, et la télévision pour moi c'était un peu, il fallait s'en méfier. Et puis il m'a été proposé, j'avais déjà vécu 2 ou 3 expériences de fiction pour la télévision et j'en avais été très heureux. Il y a une métamorphose qui s'opère à cette époque-là, selon moi, sur la qualité des programmes en 2010. Et c'est à cette époque-là qu'on me propose ce personnage. Au début, je me dis c'est pas pour moi parce que je le trouvais très vif. Et puis finalement, j'accepte d'être essayé parce qu'on me promet que ça va pas marcher. Ah oui. Parce qu'on me promet que c'est un peu trop gonflé et que de toute façon il y a 10% des séries qui obtiennent une saison 2 et 10% des 10% qui ont le droit à une saison 3. Bref, on me rassure en me disant, tu sais, c'est pas du tout sûr que tu sois enfermé à jamais, tout jamais dans ce personnage. C'est un peu fini. Et puis finalement ça a duré. Oui. Mais c'était un personnage inouï à défendre. Oui, parce qu'en plus il avait un caractère très particulier. Il détestait tout le monde ou presque. Oui, mais c'est pas comme ça que je le caractériserais. Pour moi, il était d'abord ce que je cherche toujours, et je me rends compte qu'il y a une espèce de continuité là-dedans. Maintenant que j'ai un peu de route, c'est que il était une parabole, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il était un type en situation dite d'impuissance dans une situation de toute puissance et dont en plus il poussait les portes et les lignes. Il y avait ça, il y avait une espèce d'addition, comme dirait Michel, alors je pensais à Michel Bouquet, mais non, comme dirait Louis Jouvet, additionne mon petit, additionne. Il additionnait plusieurs figures, celle de Don Juan un peu, qui avait fort à faire avec le commandeur, avec les institutions supérieures. Il avait un rapport à l'injuste et plus qu'à la justice, à l'injuste, puisqu'il avait été fracassé, coupé en deux dans sa toute-puissance, et il se retrouvait en fauteuil, donc il était sans arrêt en dialogue, c'est pour ça qu'il a été appelé Cain, en dialogue avec l'injuste. Pourquoi moi ? Pourquoi les autres ?
Donc c'était ça son obsession, la recherche de l'injustice et de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, avec une arrogance inouïe. Donc il y avait en lui, il y avait un Don Juan, il y avait un type qui était fracassé, qui était usé. Il y avait à l'époque, il y avait le Dr House, et puis il y avait une addition entre le Dr House et le Colombo. Il y avait un enquêteur qui jouait à l'idiot. Là, en l'occurrence, qui jouait à l'handicapé, qui jouait au type insignifiant, à la taille d'un gamin de 8 ans. Donc, il arrivait comme une grande intelligence, mais qui arrive comme un petit malin en disant qu'il était totalement idiot. Donc là, on pense à Colombo. Et puis à l'arrogance de Dr House. Enfin, il y avait toute une addition qui permettait à ce personnage d'être kaléidoscopique et d'avoir un spectre de possibles d'interprétation qui était encore une fois là un lieu d'expérience et d'expérimentation. Voilà. Et le nom de Caïn n'avait pas été choisi au hasard non plus, je crois. Oui, même si l'auteur s'en défend, Bertrand Artuis, que je salue encore. Et puis à l'époque aussi un sublime auteur, scénariste. Au moment où maintenant je vous parle, il m'échappe, mais je vais le retrouver tout à l'heure, parce qu'il a un surnom. Quoi qu'il en soit, il y avait une langue très châtiée. Oui, effectivement, l'histoire de Caïn, d'Abel et Caïn. Évidemment, il y avait dans l'œil de Caïn, mais il y avait cette injustice inouïe qui était créée dans la fraternité de Abel et Caïn. Et il y avait aussi cette histoire incroyable, enfin moi qui m'a plu, sur laquelle j'ai dansé toujours en travaillant pendant cette série, c'est que ça me plaisait que un flic porte le prénom du premier meurtrier de l'histoire. Je trouvais cette parabole, enfin elle m'a suivi longtemps pour construire des choses à l'intérieur du cahier des charges qu'on me proposait. Alors il se trouve que j'ai découvert une bande dessinée qui s'appelle Adam, Ève et Caïn de Jacques Faisan. C'est la seule bande dessinée qu'il ait réalisée en 1963. Faisan, oui, ça me rappelle des choses, mais oui, c'était une famille française qui racontait, et le père s'appelait Adam, la mère Ève et le petit Caïn. Très bien. Et il y a une autre série aussi d'ailleurs qui a marqué la télévision, et finalement au départ ça aurait pu être un remake, cette histoire de Caïn. L'homme de fer avec Raymond Burr en 67. C'est le chef de la police de San Francisco. Il est paralysé à vie avec une balle reçue dans la colonne vertébrale. Il y a eu 177 épisodes de 50 minutes. Et c'était étonnant. Et la série a été vendue dans 58 pays. Et c'est vrai qu'il y a des points communs. Oui, alors le souvenir que j'en ai, parce qu'évidemment j'ai regardé, j'en avais un souvenir d'enfant, et puis je l'ai regardé. Ce qui est dingue, c'est que le point commun, c'était un policier en fauteuil roulant. Mais pour le coup, ce que développait cette série des années 70, c'était à des années-lumière c'est presque l'inverse de Caïn. Parce qu'en fait, c'est fou de regarder les séries comme ça, parce que quand on voit qu'il est poussé, ce Raymond Burr, d'abord, on l'appelle l'homme de fer parce que à l'époque, à cette époque-là, dans les années 75, 80, on est très attaché à la science-fiction, et donc il était entouré de tout un tas de gadgets, ce qui est l'inverse de Caïn. Lui, il essaie de se dépouiller de ses gadgets. Donc là, il avait une espèce de camion sophistiqué, on le mettait sur des ascenseurs, etc. Et alors, après, dans son rapport à ses partenaires, c'était quand même assez troublant. Aujourd'hui, on le lirait avec une vraie violence, parce qu'il est entouré d'un acteur noir, d'une secrétaire à jolies bottes, et donc là, on a la kyrielle de clichés autour de l'homme de fer qui sont aujourd'hui impossibles à défendre. Alors, il se trouve que le handicap, finalement, il y a eu bien sûr ce court-métrage, mais vous avez aussi connu l'hôpital à vos débuts lorsque vous faisiez du sport, Bruno de Brandt. Oui, ça m'a aidé dans la préparation du personnage, oui. Parce que j'ai été passé par des accidents. Je me suis fait réparer pendant 3 mois mes genoux à l'hôpital Percy-Clamart et à Garches, où j'ai connu les parcours d'ergonomie qui sont proposés. C'était les premiers, c'est des pionniers, encore une fois, à Garches. Pour le travail de la, comment dirais-je, la découverte du fauteuil pour les nouveaux accidentés, jeunes ou moins jeunes, et donc on leur apprend le code de la route du fauteuil roulant, etc. Et puis il se trouve que, mais là c'était pareil, c'était une période aussi où je commençais à faire mes études de théâtre en même temps que je côtoyais des gens du sport, et donc j'avais rejoint un programme, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion, mais j'avais rejoint un programme, et ça a duré 3 ans, ça, où avec une dramaturge, un psychiatre et un médecin, on a travaillé auprès des jeunes internes, donc à la fac de médecine. Ils s'interrogeaient à cette époque-là sur le quart d'heure qui était donné aux patients.
il y avait des contraintes, voilà, dont on parle encore aujourd'hui, mais qui se sont détériorées encore davantage sur l'histoire de l'art du médecin, l'histoire l'histoire du médecin, l'histoire des traumas. Et donc, en fait, moi, j'étais invité comme acteur à écrire avec un scénario, avec un dramaturge et un psychiatre, écrire des scénarios pour confronter les médecins à des patients. Et donc, c'était des jeux de rôle qui m'ont permis, moi, de faire 3 ans de médecine, en fait. Voilà. Alors, vous avez fait 3 ans de médecine et 6 ans de K1, parce que déjà la saison 4, vous avez décidé d'arrêter et ça a duré 2 ans de plus. Oui, c'est ça. Mais j'avais perçu que l'industrialisation galopante qui obligeait en fait les séries à être développées en 8, 10, 12 épisodes, parce que moi j'ai commencé à 6, c'est fini 8, puis 10, puis m'a été proposé 12 épisodes par an, malmenait l'écriture. Et donc j'ai convenu avec la chaîne et tout ça que peut-être que mon chemin à moi était terminé dans la série K1 parce que je n'y trouvais plus mon bonheur. Et donc après il s'agit de tomber d'accord sur à quel moment on peut sortir pour que la série ne soit pas abîmée et qu'elle puisse encore être offerte au public. Et donc voilà, j'avais donné mon départ en saison 4, on s'est entendu pour en faire 2 de plus, pour partir doucement. Voilà. Et il y a une autre série, en revanche, à laquelle vous avez continué à participer. Engrenage. Et ça, c'est 10 ans aussi de votre vie, le commissaire Brémond, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore un cadeau parce que d'abord, c'est une série emblématique. Emblématique à 2 points de vue. Je pense que d'abord, elle a eu une audience et un succès international d'ailleurs. 70 pays. Oui, et puis c'est la seule série française qui a été saluée par 2 Golden Globes. Ouais, hein. ouais. Donc des Emmy Awards, enfin. Donc non, il y a une qualité d'écriture indéniable, mais c'est surtout après coup, au-delà de la production, etc. C'est un cadeau d'avoir été invité dans ce programme, parce que je pense que dans quelques années, Engrenage ne sera pas seulement une fiction, un souvenir de fiction, mais sera un document. C'est-à-dire qu'elle traite 10 ans, 15 ans, de ce que c'est que la magistrature, de ce que c'est que la police, le 36 n'existe plus, hein, de ce que c'est que l'évolution de la quadrature entre la politique de proximité, la préfecture, la magistrature et le monde policier, hein, quels que soient les services qui sont invités. Parce que voilà, 10 ans de fiction, ça nous a permis d'aller à tout un tas d'endroits, mais on traite par exemple les migrants, on traite le blanchiment d'argent, on traite le terrorisme, hein, les ultras. Donc c'est une fiction qui est redoutablement efficace, qui est redoutablement bien interprétée. Il y avait une équipe d'acteurs inouïs, extrêmement bien réalisée. Donc, il y avait un temps d'écriture. C'est la seule d'ailleurs. Voilà. Alors, est-ce que c'était Canal+ qui pouvait offrir ça, hein, et cette magnifique prod qui était Son et Lumière, qui s'interdisait de produire dans le temps. Voilà, je vous racontais tout à l'heure de l'industrie de la série. Tant que la série n'était pas finie, écrite telle qu'elle devait, voilà, alors on rentrait en production. Donc parfois le public attendait 2 ans avant de revoir la saison suivante. Mais ça a offert une qualité. Et alors après, juste pour parler de l'acteur, ça a été pour moi un cadeau inouï parce que j'avais l'occasion dans cette même décade de faire le clown avec un personnage pittoresque qui était l'anti-flic, qui était une espèce j'allais dire, de scapin dans la police. Je pense au Faubourg-Berry, hein, vraiment de comédie presque outrancière, et puis d'incarner un flic à la Bullitt, c'est-à-dire extrêmement policé, là pour le coup, extrêmement politique, extrêmement froid et très réaliste. Donc je faisais le grand écart chaque année, donc pour un acteur c'est un cadeau. Oui, et un autre cadeau pour le public avec la date du 24 janvier 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Debrant. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bruno Debrant. Donc le 24 janvier 2023, 7e épisode de cette série. Pourquoi vous m'avez contracté? Et alors on est venu pourquoi? On l'a vu?
Le Voyageur. Le Voyageur, c'est une aventure supplémentaire parce que le 7e épisode, 8e épisode sont diffusés actuellement sur France 3 et pour vous, ce sont les 3e et 4e épisodes de Bruno de Brandt. Absolument. Et là, on vient d'entendre la voix du King, de Monsieur Eric Cantona. Voilà. C'était quelque chose pour moi quand est arrivé le projet, parce qu'on m'a dit, parce que j'étais passé à côté, j'avais pas vu. On était en plein confinement. Oui. Quand j'ai été convoqué et quand on m'a dit, Bruno, on voudrait vous proposer une série qui a été jouée 4 fois par Eric Cantona. J'ai dit, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que je vais faire derrière le King? Et puis quand j'ai lu le script, là j'ai eu un coup de cœur et une vraie remise en question. Parce que après le confinement, tout d'un coup, se voir proposer un concept pour le service public qui pouvait me permettre de poursuivre le débat qu'on avait tous eu pendant 2 ans, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Et donc j'ai demandé, première chose que je me suis dit, bon, mais il me faut la bénédiction de Canto. Donc j'ai appelé Eric et puis je lui ai demandé la permission d'incarner la suite. Et voilà. Et il a dit, non seulement je suis d'accord, mais en plus, je ne pouvais pas mieux rêver parce que c'est une histoire de famille, je crois, chez lui. Oui, je crois qu'il y a l'auteur, Hervé Corian, ce magnifique auteur, a écrit autour de la figure d'un grand-oncle en tout cas, c'est une des pistes qu'a exploré Hervé Corian. Et c'était une figure de sa famille, un ermite qui lui-même s'interrogeait sur le destin des hommes et qui avait un parcours singulier et qui a beaucoup inspiré Canto. Ouais. Alors, il y avait Tom Bareski qui était Cantona, et vous donnez Yann Karniski, c'est plus le même personnage. Et non, il fallait. Alors là, pour le coup, là, c'était conditionnel, je pense, et je pense toujours, que pour pouvoir poursuivre une série après un personnage comme Bareski incarné par Cantona, il fallait proposer quelque chose au moins aussi fort. Et donc après le confinement, tout d'un coup le concept pouvait être éclairé sous un autre angle. Et donc, on pouvait à la fois rendre hommage au personnage d'Eric Cantona, enfin, qui avait incarné Eric, donc à ce Bareski qui avait disparu, hein, mais dont on ne sait encore rien. Et donc, il fallait qu'un bonhomme différent de lui, et donc, on l'a appelé entre nous un super urbain, un type qui n'avait rien à voir avec Canto, puisse s'essayer à ce parcours. Puisque finalement, la figure du voyageur est une figure, encore une fois, parabolique, c'est-à-dire que n'importe qui peut incarner le voyageur. C'est une idée, le voyageur. C'est un concept. Et donc c'est une remise en question, une quête et un prétexte à pouvoir faire son métier dans une liberté totale. Et faire un voyage initiatique peut-être. Oui, et en même temps, le personnage que vous incarnez, il vit dans la nature, il vit de peu de choses, c'est un policier en disponibilité. C'est un policier en disponibilité, ça c'est son statut. Et c'est un policier qui est en pleine remise en question, j'allais dire existentielle. Et ça m'intéressait, c'est-à-dire parce qu'on avait tous vécu ça pendant ces 2 années de confinement où on s'est dit, où beaucoup de gens, moi j'écoutais énormément la radio par exemple, et il y avait énormément de débats sur le monde d'après. Quel allait être le monde d'après? Parce qu'on a eu une période où on se demandait vraiment ce qu'on allait devenir, hein, tous. Donc, le débat se poursuit avec cette fiction. Cette fiction est un prétexte à poursuivre le questionnement de chacun sur les métiers sacerdotaux. Qu'est-ce qu'on fait de notre métier? Qu'est-ce qu'on a fait de nos métiers? Qu'est-ce que c'est que de poursuivre les liens qu'on a les uns avec les autres? Qu'est-ce que c'est que les dégâts collatéraux? Qu'est-ce que c'est, encore une fois, j'y reviens, c'est pas tellement la justice qui est important, c'est qu'est-ce qui est juste. Et retrouver notre temps, il y a une réflexion sur le temps, sur le temps qu'on prend à faire les choses. La disponibilité de ce policier le lui permet. C'est presque une parabole, c'est-à-dire qu'on est presque dans la science-fiction avec le voyageur, hein, puisque malgré tout, on pourrait s'en interroger. C'est ça qui m'intéresse, moi, hein, c'est débattre toujours. Encore une fois, on est sur le service public, donc c'est très intéressant d'avoir un policier qui continue à faire la police alors qu'il en a pas le droit. Donc il y a matière à débattre. Voilà, et en même temps, ce policier vous correspond un peu parce qu'il a l'amour de la nature et des grands espaces. C'est un peu un aventurier comme vous rêviez de l'être, Bruno de Brandt. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un cadeau, puisque c'est encore une façon pour moi d'explorer
des choses que j'adore, c'est-à-dire me promener, voilà, fabriquer des petits pièges, nager dans les rivières, me laver, enfin être au contact de la nature, prendre le temps de la nature. Oui, et puis aider les familles des victimes dans cette série, ce qui n'est pas courant dans une histoire policière, et c'est presque plus important pour vous que l'histoire. Mais oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi on continue à faire des séries policières ? J'avais une discussion avec un philosophe qui était extraordinaire, c'était que on était sans arrêt à la recherche, puisqu'on perdait l'idée du sacré, et que peut-être qu'on s'interrogeait constamment, c'était intrinsèque à l'homme, sur la figure du coupable. Qui est coupable ? Donc il y avait cette idée-là, donc c'est plutôt un questionnement existentiel, plus que justicier. Comment se fait-il que je souffre ? Pourquoi je souffre ? Et qui en est responsable ? C'est une question fondamentale. Donc, d'où l'obsession pour les séries policières, parce qu'elle y répond, hein, quand même, elle fait une catharsis comme ça, on court après un méchant, donc c'est facile, on a identifié le méchant, donc nous, on n'est pas méchants. Il y a ça, mais avec ce Kandinsky, avec ce voyageur, il y a en plus la notion de pouvoir traiter que des affaires non résolues ou de ce qu'on appelle les cold cases, donc des affaires qui n'ont pas réussi à être, comment dirais-je, on n'a pas trouvé le coupable. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste des gens, il reste ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Il reste des gens laissés sur le carreau, témoins, filles, femmes, enfants, qui ont été frappés par la tragédie d'un crime, souvent odieux, et qui n'a pas été résolu. Et donc ces gens, que sont-ils devenus ? Et Kandinsky va au contact de ces gens et essaye de réparer ces vivants, pour faire une espèce de lien avec ce film que j'adore, de réparer ces vivants. C'est une idée qui est magnifique et qui fait écho à cette situation qu'on a vécue pendant 2 ans. Voilà, il se trouve que bon, il y a 2 épisodes, Le Roi Nu, qui passe ce soir, qu'on verra en replay. Il y a Au bout de la nuit, et finalement ces épisodes marchent très bien, même en replay, parce que le public vous a tout de suite adopté. Oui, ben peut-être. Je pense que le concept est fort, donc je ne sais pas si c'est le personnage et la fiction qu'on a adopté. Voilà. En même temps, ce sont des histoires très contemporaines, des histoires de viol, d'adolescentes. C'est des sujets, hélas, de notre société, Bruno de Brandt. Bien sûr, et qui sont depuis la nuit des temps et qui continueront à exister. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, parce qu'on a un auteur qui est brillantissime, qui est en plus un très bon scénariste, mais qui est surtout un auteur et qui voilà, on a un dialogue extrêmement serré ensemble sur des débats très profonds sur la société. C'est-à-dire que ce personnage, il est flic, mais il pourrait être philosophe, il pourrait être prêtre, il pourrait être... C'est une figure qui s'interroge sur le sens de la vie et qui nous permet de rencontrer tout un tas d'humanités. Ce qui est génial avec cette série, c'est que c'est un concept presque parfait. C'est-à-dire qu'il offre d'abord à chaque épisode un voyage dans une région différente. On s'est appliqué... On est sur France 3. On est sur France 3. Donc, évidemment, il y a un cahier des charges régional, mais ça nous permet d'être à chaque fois dans des décors et des climats différents. Donc, c'est ça d'abord le héros de l'histoire. On est en voyage, donc on est constamment en mouvement. On s'est obligé à ne pas faire de récurrence. Donc l'écriture n'est pas bloquée pour servir, si vous voulez, les héros, donc les acteurs ou les héros, au fur et à mesure de la fidélité qui se construit avec le public. On a à chaque fois un épisode avec des nouveaux acteurs, donc des nouvelles humanités inscrites dans une région. Donc ça nous permet de définir les contours à chaque fois de personnages extrêmement forts. Et finalement, le héros de l'histoire, le voyageur, n'est qu'une parabole qui met... j'allais dire, qui est là pour servir l'histoire de chaque épisode et les acteurs et les personnages de chaque épisode. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est intéressant. Et puis les thèmes policiers ont évolué à la télévision. La première série, c'était en 60, l'Inspecteur Leclerc avec Philippe Nicot. Et ce qu'on fait aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était peut-être pas possible, Bruno de Brandt. Mais non, bien sûr, le public a énormément... on est très très loin du cerveau disponible. Hein. On a un public qui est devenu maintenant extrêmement exigeant, qui est d'abord qui a une capacité d'aller piocher à droite et à gauche dans tous les tuyaux maintenant du monde. Donc il a été rompu à l'exercice du policier, donc il a besoin d'une matière beaucoup plus fouillée, beaucoup plus fine. Et puis vous avez un partenaire d'exception, un chien qui s'appelle Maïko, je crois. Maïko, ouais. Maïko, et il vous a adopté tout de suite. Là aussi, c'est un personnage incroyable. Ça a été non, il m'a pas adopté tout de suite. Ça, c'est ce qu'on voit à l'image. Mais non, c'est un chien d'un caractère inouï. Hein.
hein, il a 4 ans, c'est un jeune mâle. Il va avoir 5 ans maintenant. Un Malinois. Et c'est un Malinois. D'ailleurs, les Malinois sont de Malines, originaires de Belgique. Absolument, voilà. Absolument. Non, si. Maintenant, on a une complicité redoutable, mais c'est un bonhomme, hein, donc il a un charisme redoutable. C'est un animal assez sauvage encore, avec un gros caractère. Donc, on s'est becté l'un et l'autre. Moi, je l'ai mordu pour lui rendre l'appareil, hein, parce que oui. C'est un chien avec un très grand caractère, donc il est très très bien entouré et j'allais dire élevé par Valérie Richet, hein. Et il est comment dirais-je, il est ce que je cherche à être, c'est-à-dire un acteur sauvage à qui il faut dire sans arrêt va pas trop loin. Il est un enfant enfin voilà, il est une espèce de sauvage à qui il faut sans arrêt redire les limites. Ce qui donne une occasion très ludique, de jeu très fort et qui se voit à l'écran. Il y a un chien, ou plutôt une chienne, mais c'était un chien qui a marqué l'histoire de la télévision, c'est Belle, dans Belle et Sébastien. Ah oui, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que Belle refusait d'obéir. Il fallait que Sébastien ait du chocolat dans sa poche. À ce moment-là, le chien le suivait. Mais oui, mais dans les histoires comme ça, alors j'espère que ça créera une histoire entre Maïko et moi, mais il y a une rencontre d'amitié entre des partenaires. Et c'est valable pour les animaux aussi. Et puis dans le prochain épisode qu'on verra donc mardi prochain, il y a votre frère. Ça, c'est une nouveauté aussi. Oui, c'était encore une façon de continuer à explorer les contours du personnage. Et pour moi, la fraternité est une dimension essentielle. Et donc, voilà, très vite, Hervé nous a offert cette possibilité. Hervé Corian, je pense à l'auteur, nous a offert cette possibilité d'éclairer une nouvelle fois, un autre angle du personnage, et encore une fois, d'aller dans l'intime. Et puis, il fallait le ramener aux affaires, parce que dans l'épisode précédent, il avait terminé l'épopée qu'avait commencé Bareski, il avait fermé un peu le livre de ce grand méchant, et donc il allait tout simplement refaire ses petits jobs, en l'occurrence, là, j'allais dans les vignes, et puis il fallait bien me ramener aux affaires, et donc c'est une affaire intime qui m'y ramène. Voilà, et des affaires qui vont continuer, parce que ce personnage ne fait que débuter pour vous, Bruno Hildebrandt. Eh bien, j'allais dire encore une fois, je ne sais pas ce que l'aventure ce que le chemin va choisir pour moi. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas comment je pourrais, mais c'était déjà le cas pour Caïn, hein. Il n'y a aucune raison que je m'ennuie dans cette figure-là. Donc je pense qu'elle va durer, oui, si le public nous le permet. Je pense que le public vous le permettra, mais surtout vous imaginez le parcours depuis, je crois, quai numéro 1, votre première apparition en petit écran, vous n'imaginiez pas ça, Bruno Hildebrandt? Ah non, pas une seconde, non. Non, pas une seconde. Et puis je m'interroge chaque année pour savoir si je vais pas faire autre chose, hein. Donc, il n'en est plus question maintenant. Ben, j'en sais rien, vous savez, je reste toujours obsédé par le voyage, donc des fois je me dis... pas pour rien que là, le voyageur, j'en sais rien. J'ai toujours en moi l'espèce de syndrome Forrest Gump. Oui. Je me dis ça toujours. Il y a des moments où je rêve de courir et de ne pas m'arrêter. Oui, mais pour l'instant, vous avez un ticket gagnant avec le voyageur, et je suis convaincu que ça va continuer, et que vous aurez encore beaucoup d'autres séries avant peut-être votre retour au théâtre. Qui sait? Ah ça, il est compté sur moi, il est programmé, et j'ai un besoin impérieux de revenir au plateau, et donc c'est pour bientôt. En attendant, Le Voyageur sur France 3, c'est le mardi soir avec les replays. Merci Bruno Hildebrandt, et continuez surtout comme ça, ne changez rien. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.